Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Je suis Amélie Dag. Avec mon associé Perrine Corvézier, je dirige Human Learning Expedition, le cabinet de conseil et de coaching qui produit ce podcast. Talents Précieux illustre la mise en œuvre des comportements qui mènent aux réussites dans le contexte professionnel, à travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode. Vous retrouverez les références de cet épisode sur notre site humanlx.com, humanlx.com. Les gens qui sont capables d'accueillir, les gens qui sont capables de passer du temps, qui sont capables de privilégier l'humain plutôt que le numérique, et Dieu sait si c'est important aujourd'hui. Les gens qui sont capables de prendre le temps d'écouter, eh bien, ça fait beaucoup de choses, tout ça. Ça fait que l'humain est important. Et quand on est capable d'écouter tout le monde, eh bien, c'est là qu'on est fort, à mon avis. Et moi, les grands, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui étaient très, très puissants, très influents, des ministres, des présidents. En fait, finalement, ils ont toujours ces valeurs d'écoute, de simplicité. Et les plus grands chefs que j'ai vus sont toujours les plus simples. L'épisode que vous allez entendre est une mine d'or pour tous ceux qui s'intéressent aux réussites professionnelles. Vous entendrez Ludovic Provost raconter avec une grande simplicité son parcours professionnel fulgurant, insolent même. Lui qui répète qu'il n'avait vocation à rien du tout, le voici aujourd'hui délégué régional du groupe La Poste pour la région Centre-Val de Loire, dont il est originaire. Ludovic aborde le sujet de sa réussite en parlant d'abord des échecs cuisants qu'il a connus au début de son parcours. Cela ne fait que quelques mois qu'il sait expliquer ses échecs, depuis qu'un exercice d'assessment en entreprise lui a permis de comprendre le secret de son fonctionnement. Ce secret, que je vous laisse découvrir, c'est comme un cadeau que nous fait Ludovic et je lui en suis hyper reconnaissante de l'avoir déposé là, pour nos oreilles. Lui qui valorise l'écoute de tout le monde, c'est peut-être sa façon à lui de nous remercier de l'écouter. Par sa richesse, son épaisseur, sa sincérité et sa singularité, le témoignage de Ludovic ne vous laissera pas indifférent, c'est sûr. Je vous souhaite une très belle rencontre avec Ludovic Provost et une bonne écoute. Bonjour Ludovic. Bonjour Amélie. Merci d'avoir accepté d'être notre invité. Je vous en prie. Vous êtes délégué régional du groupe La Poste pour la région Centre-Val de Loire, ma région. C'est un long titre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui se cache derrière en fait ? Ça veut dire que on est représentant pour tout le groupe La Poste, de toutes ses activités, dans sa diversité. Le groupe La Poste est un groupe qui est énorme, on en connaît souvent une petite partie, mais les activités sont énormes. Et on est par là même le représentant de l'ensemble du groupe, du président, en charge de la représentation dans évidemment tout ce qui est partie institutionnelle, mais aussi entreprise, de la coordination du groupe, et évidemment de son développement et sa transformation. Et la région Centre-Val de Loire, c'est environ 10 000 collaborateurs. Vous êtes à ce poste depuis assez peu de temps, je crois. Depuis une dizaine de mois. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours avant d'arriver là ? Oui, mon parcours dans l'entreprise, d'abord au sein de l'entreprise Air Liquide, du groupe Air Liquide, où j'avais des fonctions de contrôle financier, de gestion de projet. Ensuite, j'ai été chassé pour La Poste, et donc j'ai été en charge de projets industriels. Et ensuite, j'ai été chef de cabinet du président. Donc là, le lien n'est pas forcément direct, mais il se trouve qu'en dehors, j'avais une activité associative assez riche. J'ai été ensuite secrétaire du conseil d'administration du groupe, dans une période de grande transformation, de création de la banque postale, par exemple. Ensuite, je suis parti en expatriation à l'étranger. C'était pas classique, parce que à l'époque, les chefs de cabinet, secrétaires du conseil d'administration du président partaient plutôt comme directeurs départementaux. Mais j'ai eu la chance d'avoir un président qui avait vécu une expérience internationale. Et moi qui n'avais vocation à rien du tout, je me suis retrouvé directeur général d'une filiale en Suisse, à Zurich, dans une partie où j'ai dû parler allemand. Je suis rentré en France comme directeur de développement des achats du groupe. Donc des montants très intéressants, très importants, 5,5 milliards d'euros d'achats, le groupe La Poste par an. Et ensuite, j'ai fait une formation, l'IHEDN, une formation passionnante, Institut d'études de défense nationale. Et j'ai rejoint le Parlement pendant 4 ans et demi, comme secrétaire général de la commission de contrôle du numérique et des postes.
C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que j'ai découvert la Wild School ici avec Mounir Majoubi en visite ministérielle. Et donc depuis février, j'ai rejoint je suis revenu au groupe La Poste. J'étais détaché en fait, comme délégué régional du groupe. Voilà, donc un parcours riche auquel je ne m'attendais évidemment pas. Je n'avais vocation à rien du tout. Moi, je suis né à Dreux. J'ai grandi à quelques kilomètres d'ici, près de Châteauneuf-en-Thymerais. Et du coup, voilà, beaucoup de chance, beaucoup de rencontres. Et après, quand on a la chance de faire des jobs intéressants, il faut y aller à fond, sans se poser aucune question. Voilà. Donc vous revenez dans votre région, en fait. Je reviens dans ma région, mais pas comme un vieil éléphant, parce que je pense j'ai encore 20 ans à faire. Et donc, on va attendre un peu, mais bon, voilà. Il y a une ligne qui m'a intriguée dans votre profil LinkedIn. Vous mentionnez que vous êtes lieutenant-colonel de réserve de la gendarmerie nationale, je crois encore aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans des parcours qui sont professionnels, il peut y avoir une part plus ou moins importante d'engagement citoyen. Il se trouve que les postières et les postiers sont des gens qui sont particulièrement engagés dans tout un tas d'associations, de syndicats, de fonctions électives, ou même de réservistes ou de volontaires dans les pompiers par exemple. Pour ma part, après ma formation à l'IHEDN, j'ai choisi de rejoindre la gendarmerie et on m'a proposé d'être l'un des conseillers du directeur général de la gendarmerie nationale à Paris. Voilà. Donc je suis resté et je m'engage pour lui d'abord à relayer l'action de la gendarmerie, à la représenter dans des environnements où les gendarmes opérationnels ne sont pas forcément présents, et ensuite d'aider au mieux la maison gendarmerie, l'institution, à se transformer, elle aussi, parce que finalement la gendarmerie et la poste sont deux vieilles maisons qui cohabitent sur le territoire, à peu près avec le même maillage territorial, depuis plus de 500 ans. Donc vous avez deux métiers, deux vies professionnelles en ce moment ou... J'ai une activité de réserviste. En fait, je suis un réserviste un peu particulier. Je suis un réserviste qu'on appelle dans les armées un réserviste citoyen. C'est-à-dire que je suis un réserviste qui est activé en permanence, en réalité. Voilà. D'accord. C'est une longue réserve, en fait. C'est une longue réserve. Un réserviste opérationnel, c'est un réserviste qui va quitter son activité professionnelle pour se rendre sur un groupement de gendarmerie, dans une brigade. Mais un réserviste citoyen, c'est un réserviste qui est activé en permanence pour assurer le rayonnement et l'influence de la gendarmerie. Dans ce podcast, on s'intéresse aux réussites professionnelles au pluriel, et le terme est vaste. Qu'est-ce que c'est pour vous la réussite ? Comment vous la définiriez ? D'abord, moi si je peux vous parler de réussite aujourd'hui, c'est parce que j'ai subi un certain nombre d'échecs cuisants dans mes études, dans mon organisation, dans ma vie professionnelle. Et donc, la réussite pour moi, c'est de faire ce que l'on aime en étant le plus centré sur finalement qui on est. Voilà. Et pour avoir une certaine idée de la réussite, de l'épanouissement professionnel, du bonheur professionnel, il faut d'abord s'être bien cherché, avoir été bien au-delà de sa zone de confort, de s'être mis en déséquilibre et d'avoir fait un certain nombre de constats sur soi-même. Et c'est seulement après, à mon sens en tout cas, qu'on peut accéder à cette forme de réussite qui est épanouissante et qui est vertueuse, mais il faut d'abord aller chercher bien au-delà de ses limites naturelles. Et ça, c'est l'expérience qui l'apprend ou c'est quoi, un peu les hasards ? C'est uniquement l'expérience. Les hasards de la vie font qu'effectivement, on a des rencontres qu'on saisit ou pas, comme une opportunité ou pas, s'enrichir avec les autres. Et après, effectivement, c'est une somme d'expérience. Voilà. C'est une somme d'expérience qui fait que on arrive à dépasser des appréhensions, des peurs, des doutes, qu'on se soit mis suffisamment en déséquilibre pour découvrir des environnements nouveaux. Voilà. Vous parlez d'alignement. Est-ce que vous pourriez nous raconter un moment, une période ou un épisode de votre vie professionnelle où vous l'avez touché du doigt, cette réussite ? Oui, une première fois quand j'ai été nommé à 28 ans chef de cabinet du président de la Poste. C'est très jeune. C'est insolent comme âge pour faire ce genre de fonction. Ça veut dire aussi que j'étais pas recruté pour mes compétences. En tout cas, pas pour des compétences techniques, finalement. Parce que quand on recrute des environnements de président d'un groupe qui faisait 300 000 personnes environ, on ne cherche pas, à moins de prendre un polytechnicien, ingénieur des mines, ou un énarque, inspecteur des finances. À ce moment-là, on recherche un profil très particulier, très technique. Moi, on a plutôt trouvé quelqu'un en moi de facilitant dans le contact et d'organiser, finalement, pour pouvoir aider le président. Et du coup, ce qui a été très important pour moi, c'est que j'avais un engagement associatif, syndical, politique, mais qui avait du mal à s'exprimer dans une entreprise, et dans la mienne en l'occurrence.
Et à un moment, il y a eu un alignement de planètes, effectivement. À un moment, en septembre 2002, il y a eu un nouveau président à la Poste qui m'a appelé, voilà, pour être à ses côtés. Voilà. Et là, c'est fantastique parce que quand vous arrivez, ça arrive parfois dans une vie professionnelle, quelquefois, je pense pas tout le temps, mais en tout cas, on le sent quand on y est, que ces planètes s'alignent entre ce qu'on aime faire, ce qu'on vous reconnaît, la place qui est disponible, et puis la durée que vous avez devant vous pour exercer. Et là, je pense qu'effectivement, oui, il y a eu un alignement de planètes. Voilà. Ça m'est pas arrivé beaucoup dans ma vie professionnelle, mais là, ça m'est arrivé 3 fois quand même. Là, c'est la 3e fois. Là. Vous disiez que vous aviez un talent pour faciliter la relation, c'est ça ? Comment ça s'exprime ? Est-ce que vous pouvez le décrire ? Ça s'exprime par rapport à une histoire personnelle où mon père était directeur d'école et ma mère infirmière. Et mon grand-père, qui est mort pour la France, était gendarme. Et ben, quand vous avez dans vos ancêtres proches des gens qui sont chargés de mission de service public, qui ont l'habitude de parler à tout le monde, qui soignent dans un lit d'hôpital aussi bien un SDF qu'un aristocrate, eh bien, fatalement, vous avez développé, je pense à ma mère en l'occurrence, une faculté d'adaptation, d'abnégation aussi, parce qu'il faut pouvoir être complètement centré sur la personne que vous soignez, et en même temps, vous sortez de tous les schémas socio-culturels pour vous intéresser à la personne telle qu'elle est, parce que le personnel soignant, l'infirmière, mais aussi le médecin, dans le lit de l'hôpital, il soigne la personne telle qu'elle est et pas telle qu'elle aimerait qu'il soit. Hein, le malade, on le soigne pas pour la maladie qu'on souhaiterait soigner. On soigne le malade tel qu'il est. Et je crois que dans le métier de directeur d'école, c'est pareil. Quand vous recevez les familles d'un enfant qui est en difficulté ou même ou dans l'autre sens, qui est très, très bon, vous vous occupez de l'enfant. Et de son environnement familial. Vous n'essayez pas de vous dire, bah oui, mais si cet enfant venait de tel milieu ou si cet enfant avait tel don, non. Vous prenez l'enfant tel qu'il est réellement. Et c'est à partir de cette base-là qu'il faut faire un consensus pour faire évoluer l'enfant. Vous voyez, dans ma famille, j'ai eu la chance d'être dans cette famille service public entre l'éducation et la santé, qui fait qu'effectivement, j'ai appris très jeune, très très jeune, à pouvoir dialoguer avec n'importe qui, très facilement et très simplement. Et ça, j'imagine que dans un groupe comme La Poste, les 300 000 personnes, ça se... c'est dans l'ADN du groupe. Ouais. C'est que quand vous êtes guichetière, un bureau de poste ou factrice, vous servez le courrier, vous donnez des informations à un guichet à toute personne qui se présente. Vous ne choisissez pas vos clients. C'est d'autant plus vrai quand vous êtes un guichet de bureau de poste, où vous avez une file d'attente, qu'on espère la moins longue possible, évidemment, mais quand les gens se succèdent, c'est pas si vous avez une grand-mère qui est en retraite, un jeune sans emploi, un cadre qui est débordé par le rythme de la vie, ou après quelqu'un qui ne sait pas lire ou qui ne parle pas le français. Vous soignez au sens, vous apportez du soin à l'ensemble des gens de la file d'attente et vous ne les sélectionnez pas. Donc ça, effectivement, c'est des valeurs qu'on retrouve à la Poste. Ouais. Est-ce qu'il y a des comportements particuliers que vous recherchez chez les gens avec lesquels vous travaillez, qu'ils soient dans vos équipes, vos pairs, vos supérieurs hiérarchiques même, vos partenaires en général ? Moi, j'attends beaucoup de la franchise et de la sincérité. On peut raconter des histoires, mais à ce moment-là, c'est un domaine artistique. On peut essayer que le dialogue se passe le mieux possible. À ce moment-là, c'est la diplomatie. On peut essayer d'améliorer la réalité. Mais en réalité, moi, ce que je recherche chez les gens, c'est la franchise, la sincérité, et c'est ceux-là qui me font avancer. Je préfère avoir des collaborateurs et des chefs qui me disent les choses vraies et justes, plutôt que de perdre du temps à tourner autour du pot. Voilà, je suis pas quelqu'un qui aime trop perdre de temps, en fait. Voilà. Et ça, avec la pratique, on le voit, mais quand vous recrutez, par exemple, quelqu'un, comment vous arrivez à détecter ça ? Vous posez des questions particulières, vous lui faites raconter des épisodes particuliers de sa vie. Est-ce que c'est votre intuition ? Oui, j'ai beaucoup d'intuition, mais moi, je vais vous donner un de mes petits secrets de recrutement. Je commence toujours par la fin du CV. J'ai le premier contact, déjà, visuel. Je vois la personne, je lui serre la main, je lui demande de s'asseoir, je vois comment elle se tient. Bon, voilà, déjà, ça donne déjà énormément d'indications. Énormément d'indications. En 1 minute, on sait presque à qui on a affaire.
Quand on commence par la fin du CV, on sait exactement à qui on a affaire. Et après, finalement, tout le monde a fait le même parcours, les mêmes écoles, les mêmes expériences. Et si les gens sont devant nous, c'est qu'ils ont déjà été sélectionnés. Si ils vont s'exprimer correctement, il n'y a pas de souci. Mais quand on commence par la fin du CV, et qu'on voit sur la fin d'un CV, par exemple, vélo, moi je demande aux gens, mais vous faites combien de kilomètres par semaine? Et si on me dit non, mais c'est quand il fait beau, je vais me promener, ça donne une idée. Et quand on voit après natation, on dit combien de kilomètres par semaine? Si la personne elle vous dit j'aurais jamais dû mettre natation parce qu'en fait je nage très peu, mais c'est l'été chez les amis, ils ont une piscine, bah vous savez que la personne vous pouvez pas compter sur elle, parce qu'elle vous défendra jamais. Si elle est pas capable de se défendre elle-même et d'avoir de l'aplomb pour dire bah voilà, j'ai mis natation parce que c'est important pour moi, parce que c'est un équilibre, et dès que je suis au contact de l'eau, bah je suis heureux, et donc voilà, je suis bien et j'en ai besoin, sans parler de distance et sans parler voilà. J'attends le retour, mais si les gens me disent non, j'aurais jamais dû le mettre, bon en fait voilà, on a des personnes qui se dévalorisent. Alors ça peut être intéressant d'avoir des personnes qui doutent, mais en l'espèce dans le recrutement, dans les recrutements que j'ai eu à faire, non, j'ai pas besoin d'avoir des personnes qui doutent de trop. J'ai besoin d'avoir des personnes qui foncent et qui ont des positions avancées par rapport aux miennes. C'est très clair. Merci pour votre secret. Vous avez sans doute en tête le nom, ou peut-être plusieurs noms, de personnes qui vous inspirent dans votre vie professionnelle, ou qui vous ont inspiré, des gens que vous avez croisés, côtoyés, ou pas. Sans forcément nous dire qui ils sont, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'ils faisaient de différent, qui les rend mémorables à vos yeux, ou spéciaux à vos yeux? Oui, il y en a plusieurs. Moi, j'ai une admiration particulière, peut-être par égoïsme, mais pour les gens qui m'ont fait confiance. Parce que là, on mesure bien, finalement, ce qu'on leur doit, évidemment, et ce qui les rend, à nos yeux en tout cas, exceptionnels. Vous voyez, aujourd'hui, j'étais à Tremblay-les-Villages. Tremblay-les-Villages, c'est dans le centre du département, finalement, c'est entre Dreux et Chartres. Hein. Et je me suis occupé avec la maire de Tremblay-les-Villages, Christelle Minard, de la transformation d'une agence postale communale. Tremblay-les-Villages, c'est une commune qui n'est pas n'importe quelle commune en Eure-et-Loire. C'est la commune où était maire le docteur Martial Tegourdeau. Martial Tegourdeau était maire de cette commune pendant très longtemps. Il a été conseiller général à l'époque et président du conseil général du canton de Châteauneuf-en-Thymerais et sénateur. Et moi, c'est un homme qui m'a fait confiance le premier, quasiment en dehors de mes parents, et que je suis allé voir très jeune, j'avais 17 ans, en mobilette, de Châteauneuf à Tremblay-les-Villages. Et ce que je trouve le rendait exceptionnel, c'est qu'il accueillait vraiment tout le monde. Les gens de son canton, il fallait aller le voir entre 7h et 7h30 le matin. Et il recevait tous les gens qui demandaient. Voilà. Et après, il avait une activité où il se rendait au département, il se rendait au Sénat. Voilà, il avait une vie qu'on peut imaginer maintenant. Mais en tout cas, à 17 ans, moi, je ne réalisais pas cette vie-là. Mais il m'a fait confiance, voilà. Et je crois que les gens qui sont capables d'accueillir, les gens qui sont capables de passer du temps, qui sont capables de privilégier l'humain plutôt que le numérique, et Dieu sait si c'est important aujourd'hui. Les gens qui sont capables de prendre le temps d'écouter, et par là même je m'adresse à tous les auditeurs qui ont la gentillesse d'écouter ce podcast, qu'ils ont probablement trouvé intéressant, eh bien ça fait beaucoup de choses, tout ça. Ça fait que l'humain est important. Et quand on est capable d'écouter tout le monde, eh bien c'est là qu'on est fort, à mon avis. Hein, et moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui étaient très puissants, très influents, des ministres, des présidents. Bah, en fait, finalement, ils ont toujours ces valeurs d'écoute, de simplicité. Et les plus grands chefs que j'ai vus sont toujours les plus simples. Là, il y a un président qui vient de décéder, moi qui m'a beaucoup marqué, Jacques Chirac. Il a été aimé par les Français parce qu'il parle à tout le monde. Parce qu'il était capable de s'adresser à un employé, un ouvrier, comme un président, un chef d'État ou la reine d'Angleterre. Parfois même avec une simplicité déconcertante. Paraît-il. Je sais bien qu'aujourd'hui, je vous ai fait traverser le département dans tous les sens. Vous avez deux fonctions différentes qui ont l'air assez accaparantes. Vous avez une vie assez chargée. Comment vous faites pour calmer le jeu, pour arriver à gérer toutes ces vies-là? J'imagine que vous avez une vie personnelle à côté. Comment vous faites pour vous ressourcer? Alors là, vous mettez le doigt sur quelque chose qui est très sensible chez moi, c'est que j'ai redécouvert que j'avais des dispositions intellectuelles particulières. Je veux pas faire de fausse modestie ni rien, mais en fait j'étais un enfant surdoué quand j'étais jeune. J'étais un enfant surdoué. Je suis arrivé en 6e, j'avais 9 ans et demi, en seconde 13 ans et demi. Évidemment, les choses se sont gâtées parce que quand vous êtes surdoué, vous êtes incompris par les autres.
Et je me suis rendu compte, à la faveur de tests d'assessment qu'on fait dans les entreprises pour passer les différentes étapes, que j'étais resté un adulte surdoué. On appelle ça un zèbre, hein, ou un cerveau droit. Ouais. Je fais le malin aujourd'hui, mais il y a 6 mois, je sais pas ce que c'est qu'un zèbre ou un cerveau droit. Et le problème, c'est quand vous êtes cerveau droit et très très cerveau droit, ce qui est mon cas apparemment avec les tests que j'ai faits, c'est que votre cerveau ne s'arrête jamais. Voilà. Votre cerveau ne s'arrête jamais parce que une idée en amène une autre, et quand vous avez un smartphone sous la main et que vous avez accès à Google et à Wikipédia, en fait, vous pensez à quelque chose et puis vous revenez, et puis vous apprenez, et puis c'est une forme d'apprentissage non pas séquentiel, comme on explique ça, de la différence sur les cerveaux gauche et les cerveaux droits qui représentent 10% peut-être de la population. Mais vous avez une intelligence en arborescence, ce qui fait que tout vous intéresse tout le temps et que votre cerveau ne s'arrête jamais. Alors comment je fais ? Eh ben, je me mets dans des situations où il n'y a pas de flux d'informations. Voilà, il n'y a plus aucun flux d'informations. Vous coupez tout. Voilà, alors ça, c'est facile de le faire, par exemple, quand on est en relation avec la nature. Mmh. Quand on fait du jardinage, ce qui est mon cas, il n'y a plus de flux d'informations. Le seul flux, c'est il va pleuvoir. Bon, voilà, vous arrêtez. Le seul flux, c'est le clocher de l'église qui sonne pour vous dire qu'il va être l'heure d'aller déjeuner. Voilà. Quand vous jouez au golf, par exemple, ce qui est mon cas aussi, les flux d'informations sont limités. Il y a beaucoup d'informations parce que le golf, c'est un sport qui est complexe. Et c'est un sport, pour les auditeurs qui pourraient sourire à m'entendre, mais je les invite à faire 18 trous. Mais les flux d'informations sont quand même limités. Les flux d'informations sont limités, par exemple, quand je vais nager. Moi, je nage 1 kilomètre tous les dimanches matin. On est dans le milieu aquatique. Le flux d'informations est très très limité. Mmh. Après, je recherche des espaces-temps où l'information est limitée et le temps est contenu et incompressible. C'est-à-dire que quand je cuisine, parce que je cuisine, on ne peut pas comprimer la recette pour cuisiner en 1 minute au lieu d'1 heure et demie. C'est impossible. On peut essayer, mais c'est pas bon. Donc, on écoute la radio, on écoute un podcast, mais en tout cas, il faut le temps. Voilà. Dernière activité auquel je pense, quand on fume un bon cigare, un bon Havane, il faut 1 heure. Bon, quand vous appréciez de fumer le cigare, vous n'allez pas le jeter comme un vulgaire mégot de cigarette. Hein. Alors, quand le cigare est mauvais ou quand vous ne le sentez pas, il faut le jeter. C'est ce que disent les grands fumeurs. Mais quand vous appréciez votre cigare, bah, vous le fumez pendant 1 heure. Et à ce moment-là, évidemment, il ne faut pas fumer un cigare en regardant son smartphone. Mais à ce moment-là, évidemment, le temps permet ce temps-là, en tout cas, permet d'être préservé d'un flux d'informations. Et donc ça, c'est très précieux, pour moi en tout cas, parce que justement, il n'y a plus d'informations qui arrivent, donc on est complètement zen. Voilà. Et vous avez découvert ça récemment, en fait. J'ai découvert ça il y a 6 mois. Waouh. Ça veut dire que j'ai su pendant une dizaine d'années que j'étais surdoué. Après, j'ai vraiment été dans l'échec, parce que moi, quand je suis arrivé en seconde, je voulais faire une première économique pour faire Sciences Po, mais j'étais dans un lycée excellent à Chartres, l'institution de Notre-Dame, mais maintenant il y a prescription, où en fait c'était un lycée qui était très tourné vers les scientifiques. Et donc on m'avait dit non, mais il est juste pour passer en première S, mais en redoublant, il n'y aura pas de problème. Alors de fait, j'ai redoublé. Et comme vous aviez de l'avance, de toute façon. Comme j'avais de l'avance, personne ne souciait que voilà, donc j'ai redoublé, j'ai fait une première S. Puis en première S, on m'a dit, dans terminale C, ça va être un peu juste. Donc j'ai fait une terminale D. Et donc je me suis retrouvé à faire de la biologie, de la géologie, enfin tout un tas de choses qui n'avaient aucun intérêt pour moi à l'époque. Puis après, je me suis retrouvé en première année d'université en mathématiques, alors que je voulais faire plutôt Sciences Po. Hein. Après, j'ai fait une deuxième première année de mathématiques. Je ne sortais jamais. J'étais sérieux, mais simplement, ça ne me convenait pas. Et après, j'ai fait une première année à l'IUT, gestion logistique transport à Chartres. Voilà. Et là, par la gestion, par l'ouverture sur le monde économique et l'entreprise, j'ai redécollé. Mais donc, j'ai bien redoublé ma seconde et retriplé ma première année d'université pour pouvoir passer tout ça. Et donc, effectivement, quand au bout d'un parcours, finalement, vous vous retrouvez 2 ou 3 fois aligné, comme je vous ai dit, sur ce qui sont vos centres d'intérêt et ce qu'on vous propose comme job, à un moment, vous êtes bien. Et donc, en faisant cet assessment, effectivement, on a lu en moi comme dans un livre ouvert. Je ne sais pas si les auditeurs qui nous écoutent ont fait cette expérience d'assessment, mais
c'est un tout petit peu plus que l'horoscope, quand même. Et on vous décrit par voilà, une centaine de questions, des mises en situation, et à la fin on vous fait une synthèse pendant 1h30, 1 heure, de qui vous êtes. Mais ça, je peux vous dire que quand c'est bien fait, ça fait froid dans le dos. Parce qu'en fait, ce que vous réalisez, c'est le temps que vous avez perdu à vous inscrire dans le qui vous êtes vraiment. Voilà. Alors, je sais pas si c'est ce qui vous motive, mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment perturbé pour le coup. Ah, je comprends. Hein. Voilà. Vous êtes senti comment quand vous avez appris tout ça? Eh bien, quand la dame m'a parlé, je lui ai dit, comme je suis un macho au grand style, je lui ai dit, si j'avais été une fille, j'aurais pleuré. Voilà. Mais non, mais c'est ce que je voulais dire, c'est que ça m'a beaucoup touché, bien évidemment, sûr, de voir de relire énormément de situations finalement où j'ai dû faire des efforts impossibles pour paraître bien aux yeux de gens qui me jugeaient d'une certaine façon, alors que moi je pouvais apporter tellement autre chose, voilà. Et justement, la difficulté des gens qui sont ce qu'on appelle des cerveaux droits ou des zèbres, c'est que vous avez une créativité, une hypersensibilité, une intuition qui fait que souvent vous sentez les choses différemment avant les autres. Quand vous vous exprimez, c'est de façon parfois compliquée. Et si vous n'avez pas quelqu'un qui fait la traduction, ou si vous ne faites pas attention à la traduction que vous faites, bah à ce moment-là, on ne vous comprend pas, alors que probablement vous avez raison avant tout le monde. Voilà. Bah, ça, c'est difficile. Voilà. Et donc vous essayez toujours de rentrer dans des cases, de ressembler à tout le monde, mais voilà, il y a des cases sur lesquelles on peut jamais rentrer. Voilà, quand on est fait pour quelque chose et pas pour autre chose, voilà, vous pouvez pas demander à un géologue de devenir, je sais pas, chanteur d'opéra. C'est pas possible. Difficile. Vous pouvez pas demander à un spécialiste de la comptabilité fournisseur de vendre des produits de start-up. Voilà, c'est pas possible non plus. Voilà. Bon, bah c'est exactement ça qui se passe au quotidien quand même. Voilà. Bon, merci de partager ça avec nous parce que c'est quand même un élément assez intime de votre personnalité. Ma question suivante était est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé apprendre plus tôt, mais je pense que là, dans votre vie professionnelle, je pense que là on a la réponse et en même temps vous auriez su ça à 20 ans, que ça aurait changé quoi, vous seriez allé plus vite à votre... En fait, un jour j'ai eu une discussion avec Cédric Villani pour régler un problème. Et Cédric m'a dit prends bien le temps de vérifier que tu es sur la bonne piste. Et en fait, il est quand même équivalent du prix Nobel de mathématiques. Évidemment, c'est puissant comme conseil. Parce que c'est pas tellement le chemin que vous prenez qui est le bon ou le mauvais chemin. C'est celui dont vous êtes sûr que c'est le bon chemin. Voilà. Il y a des cultures dans le monde, en Europe, je pense à la culture dans laquelle j'ai évolué en Suisse, où c'est exactement ça. On peut penser que les Suisses sont lents. Je sais pas s'il y en a qui nous écoutent, mais on peut penser que les Suisses sont lents. En fait, ils sont lents parce que leur modèle de concertation est tel qu'ils prennent bien le temps de vérifier que la décision va être la bonne. Et une fois qu'ils se sont engagés sur un chemin, ils ne ralentissent, pour le coup, jamais. Ils avancent. En France, on est latin, on tente une direction, on sent les choses, et puis après on dit « Ah non, finalement, non, il faut plutôt aller un petit peu plus sur le côté parce que la bonne décision est celle-ci. » Et donc ce conseil de Cédric Villani, depuis qu'il me l'a donné il y a 3 ans maintenant, j'essaie de me l'appliquer à chaque fois qu'il y a une décision importante à prendre. C'est de vraiment prendre le temps. Et donc si j'avais eu effectivement, vous le rappeliez dans mes études, quelqu'un qui m'avait dit ça, j'aurais peut-être choisi de redoubler ma terminale par exemple, pour faire une terminale économique, une fois que la terminale S avait été faite, pour faire une terminale économique, pour après aller dans une bonne prépa et pour décoller plus rapidement. Et les gens qui réussissent leur parcours plus rapidement, en tout cas qui s'épanouissent plus rapidement, c'est ceux qui ont été éprouvés dans leur choix. Les gens qui n'ont pas été éprouvés dans leur choix, où on leur dit mon garçon, tu veux faire ça, fais-le. Bon, ça marche pas, parce qu'à un moment, de toute façon, on le paye. Quand on arrive à 40, 45 ans, 50, on a toujours envie de faire autre chose, de tout plaquer, de changer de vie, voilà. Et ça, c'est, je pense, en tout cas, une des raisons pour lesquelles on n'a pas été au bout de sa réflexion, de ses tests quand on est plus jeune, en tout cas. Ouais, ça, je suis convaincu qu'à 18-20 ans, il y a quelque chose qui doit se jouer, ou 17-18 ans. Les Américains le font, ils passent des années sabbatiques souvent, ou les Anglo-Saxons en tout cas, s'arrêtent. Ça leur permet de faire des études de psychologie par exemple, et puis d'être embauchés dans la finance. Nous, notre monde, il fonctionne pas comme ça en France et en Europe. Il fonctionne pas comme ça. On fait des études, on nous fait comprendre que chaque étape est décisive,
qu'à chaque année, chaque orientation, on joue notre vie. Alors c'est très bien, hein, parce que ça donne des gens qui ont une certaine épaisseur intellectuelle, mais ça ne constitue pas des hommes et des femmes qui sont épanouis et qui sont bien dans leur peau, et en tout cas qui ont envie de faire des choses qu'ils aiment. Voilà. Justement, est-ce qu'il y a un conseil que vous donnez à des jeunes qui entrent sur le marché du travail? Vous leur diriez quoi? Dans ma formation à l'IHEDN, j'ai eu la chance de rencontrer des militaires, parce que c'est une formation qui est destinée à des militaires qui sont colonels et qui vont devenir généraux, auxquels on met quelques civils, parce que à un certain moment, les militaires, les hauts gradés, les généraux, prennent des décisions avec des civils, qui peuvent être des parlementaires, qui peuvent être des hauts fonctionnaires. Et donc on les réacclimate après 25 ans de passer dans la vie militaire à ce qu'est un civil. Et on leur met, alors moi on m'a mis un postier par exemple. Bon voilà, évidemment un postier pas. Vous ne saviez pas qu'à ça quand même. Pas un facteur, mais un peu quand même. Mais c'est vraiment dans les deux sens. D'accord. C'est un institut de formation qui, résumé en fait, fait dire que les gens qui le font quand ils sont civils sont suffisamment influents pour que quand on parle de l'armée, on dise pas de bêtises. Voilà, on dise des choses vraies, des faits. Après, on peut essayer d'influencer ou pas, mais en tout cas, on dit des faits. Voilà. Et de l'autre côté, pour les militaires, ils vont être dans des fonctions tellement importantes qu'il vaut mieux qu'ils soient réacclimatés au monde civil, parce que c'est quand même pour les civils qui prennent les décisions. Voilà. Bon, donc c'est ça. Et un jour, j'ai discuté avec un amiral, justement, et je lui ai posé exactement cette question-là. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire idéalement quand on commence son parcours? Et il m'a dit, bah si tu fais l'école navale, il faut prendre troisième, c'est-à-dire pas chef ni adjoint, mais deuxième adjoint, troisième sur un bâtiment, le plus loin possible. Et ben ce conseil-là, moi je pense qu'il est très puissant pour les jeunes. C'est-à-dire qu'un jeune diplômé qui va rester à proximité de la ville où il a grandi, dans son milieu social, dans l'entreprise où il a fait son stage, voilà, c'est pas ça qui va le faire décoller plus tard. Je pense en revanche que s'il va pour un temps raisonnable, il ne s'agit pas de se perdre, mais faire une première expatriation d'1 an ou 2 ans à l'autre bout du monde, apprendre une langue rare et qui revient ensuite en France, mais déjà 2 ans après, c'est quelqu'un en termes humains qui a une autre expérience. Et si après ces 2 ans, il repart, alors si la première fois il va au Japon, et la deuxième fois il va au Brésil, mais quand il revient 5 ans après, il a l'expérience de quelqu'un de 50 ans déjà, en termes d'approche, de culture, de façon de voir les projets. Parce qu'après, tout le monde a fait les mêmes écoles. Hein. C'est pas ça qui est différenciant. Hein. Tout le monde a fait les mêmes écoles, tout le monde a fait les mêmes études. Il y a des écoles de commerce qui sont classées mieux que les autres, des écoles d'ingénieurs qui sont classées mieux que les autres, mais la réalité, c'est qu'on a fait tous le même collège, le même lycée, et qu'on a fait tous la même formation. Et que dans une culture mondiale, ce qui est intéressant justement, c'est d'être confronté à des différences et d'avoir été étranger quelque part. Moi, j'ai été étranger dans un pays où ça a l'air bête, mais c'est la Suisse. Alors, les gens dans le podcast me voient pas, mais moi, je suis blond aux yeux bleus. Quand je suis arrivé en Suisse, à Zurich, j'étais un étranger. On m'a pris pour un jeune chef d'entreprise marocain qui voulait se lancer à Paris, quasiment. Voilà. Et j'ai dû me justifier, j'ai dû montrer que j'étais motivé, voilà. Mais se sentir étranger quelque part, c'est quand même très important. J'ai vécu plusieurs fois cette expérience aussi en Afrique. Où en plus avec tout le ressenti du passé, quand on est en Afrique, on est étranger et on le sait. Et c'est une bonne expérience. Et je pense que pour les jeunes justement qui commencent, de se sentir étranger, d'avoir un corpus très important, mais en même temps être capable de s'être mis en déséquilibre, mais dès le départ, je pense que c'est important. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre parcours professionnel? Vous disiez que vous n'étiez pas un vieil éléphant de retour dans votre terre. Alors de quoi vous avez envie là? D'abord, moi j'ai envie de faire mon job le mieux possible. J'ai un job qui est passionnant, que j'adore. Je parcours la région Centre-Val de Loire, qui est une région où je dis à mes collègues, effectivement, il n'y a ni la mer ni la montagne. C'est vrai. Mais je leur dis aussi que quand ils regardent la France, ils me regardent moi, finalement, ouais. en toute modestie, en toute humilité, qui tournent le dos pour le coup à la mer et à la montagne. C'est une région dans laquelle il y a des fleuves, un fleuve, la Loire, magnifique, des châteaux, des fromages, des vins, souvent méconnus. Un certain sens du savoir-vivre, un certain sens de l'histoire de France, puisque c'est là que les rois passaient soit leur week-end, soit leurs vacances. Donc voilà, ça c'est une région intéressante. Et puis après, moi j'aime tous les jobs qui touchent soit au contact direct, soit à l'influence. Voilà, je crois que maintenant, quand on a... Là, je viens d'avoir 45 ans, je ne veux pas paraître présomptueux, mais quand on commence à avoir 45 ans, 50 ans, on choisit quand même ce qu'on a envie de faire. On subit moins quand même. Hein.
On sait ce qu'on veut, déjà. On sait ce qu'on ne veut pas, déjà en premier. Ensuite, on sait ce qu'on veut. Et moi, j'ai envie de rester dans les jobs de contact, dans les activités de contact. Parce que j'ai un don pour ça, finalement, de contacter. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai un don pour ça. Et soit dans les jobs d'influence. Voilà. Pour pouvoir organiser des choses à haut niveau et de faire aligner les planètes. Voilà. Ça, c'est intéressant. Voilà. Soit avoir des contacts très riches, soit d'être un aligneur de planètes. Voilà, c'est ça qu'il faut me souhaiter. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on n'aurait pas abordé, que vous aimeriez ajouter à ce micro ? Je crois qu'il faut profiter de la vie, prendre du temps. Aujourd'hui, c'est probablement ce qu'on sait le moins faire, prendre du temps. Voilà. On lit des comptes Twitter, on regarde BFM, voilà. En réalité, ça construit pas. Ça ne donne pas d'épaisseur, ça. Ce qui donne de l'épaisseur, c'est de prendre du temps pour les choses qu'on fait. J'en ai souvent parlé avec des parlementaires. Ça, voilà. Le jeune député fraîchement élu, il va faire dans le week-end une dizaine ou une quinzaine d'activités et de sorties. Voilà, il va commencer le repas des anciens. Il va poursuivre les pompiers avec les pompiers. Il va aller faire la fête de l'école. Et puis à la fin, il va aller voir les jeunes à la MJC. Voilà. Bon, ça c'est intéressant. Mais le sénateur, lui, il fait pas ça. Le sénateur, il fait le repas des anciens, par exemple, ou des pompiers, depuis l'apéritif jusqu'au dessert. Et les gens, qu'est-ce qu'ils retiennent de lui ? Ils disent, mais vous avez vu le sénateur ? Il était là depuis le début jusqu'à la fin. Et il a même pris le petit limoncello avec nous à la fin. Et il est parti à 1h. Vraiment, c'est super. Et ben voilà ce que j'ai retenu moi avec les élus. En tout cas, j'ai beaucoup travaillé avec eux. C'est d'être capable de passer du temps long parce que ça, c'est pas oublié. Ouais, donc quand vous visitez une commune de fond en comble pendant 5 heures, les gens ne vous oublient pas. Si vous passez une demi-heure par-ci par-là, les gens vous oublient, ne vous connaissent pas. Restez jusqu'au limoncello, alors c'est ça la morale de l'histoire. Merci beaucoup pour ce moment de partage. Merci beaucoup Amélie. J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le réaliser. Talent précieux est produit par le cabinet de conseil et de coaching Human Learning Expedition. Notre métier, c'est d'accompagner les organisations dans la réussite durable de leur transformation en cultivant les comportements qui mènent au succès. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site humanlx.com, humanlx.com. Si vous aimez ce podcast, attribuez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast et parlez-en autour de vous. C'est le meilleur moyen de le faire vivre. À bientôt!